Bonjour, voici une séance de révision sur la méthodologie du commentaire composé, du commentaire littéraire, heu, pour le texte narratif. Donc on va se concentrer sur, les textes de romans, donc c'est essentiellement le roman, hein, qui est au programme, mais dans les textes narratifs, vous pouvez avoir également des nouvelles, des autobiographies, des mémoires et cetera. Donc je vous expose, la méthode pas à pas. La première étape, extrêmement importante et vous devez y consacrer suffisamment de temps pour que vous démarriez dans de bonnes conditions, donc je dirais minimum 20 minutes, c'est la lecture active. Donc, comme l'indique le nom de cette étape, il faut lire et relire plusieurs fois le texte. N'hésitez pas, surtout si vous êtes un petit peu paniqué au début de l'épreuve, vous pouvez avoir l'impression de ne rien comprendre. Donc pour se détendre, on lit plusieurs fois et vous allez voir que la pression va retomber et que vous allez commencer à mieux comprendre le texte. Vous pouvez souligner les passages qui vous semblent un peu compliqués à la première lecture pour y revenir et chercher des indices, par exemple dans les notes, dans le paratexte. Commencez vraiment par lire l'introduction attentivement parce que c'est elle qui vous indique un petit peu la direction à suivre et qui vous évitera de faire des contresens. Par contre, cette introduction en italique n'est pas à commenter, hein. On est bien d'accord, ça ne fait pas partie du texte à commenter, c'est juste pour vous aider. Donc, vous notez sur une feuille à part tout ce qui est important dans le paratexte, l'auteur, le titre est allé à la fin, hein, on est d'accord, la date de parution, la situation du passage, ça ce sera au début dans le petit paragraphe en italique d'introduction, tout ce qui vous permet de comprendre ce que raconte le roman, et puis évidemment, on cède des notes pour les mots difficiles ou éventuellement des éléments culturels qu'on vous donne pour vous faciliter la tâche. Lors de ces premières lectures, donc qui vont vous prendre un certain temps, vous pouvez déjà, si vous repérez une figure de style, je sais pas moi, vous voyez une hyperbole, une antithèse, vous voyez qu'il y a un champ lexical qui revient, eh bien évidemment, n'hésitez pas à le noter dès ce moment-là, puisque ça vous gagnera du temps pour la suite. Une fois que vous avez fait cette première étape, vous avez vraiment pris le temps de relire au moins, je dirais 3 fois le texte, vous notez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Euh, donc vous allez peut-être déjà avoir des idées de fil directeur, des idées de thème, etc. Donc toutes ces idées-là, vous les notez en vrac, hein, vous ne vous limitez pas, vous ne vous censurez pas, vous faites comme un brainstorming où vous notez tout. Ensuite, il faudra y revenir parce que peut-être que certaines de vos hypothèses, après une relecture un peu plus précise, finalement s'avéreront pas forcément porteuses, hein, pas forcément justes. Donc là, c'est quelque chose pour comment dire, essayer d'ouvrir un peu l'esprit, débloquer un petit peu ce qui pourrait être bloqué. Voilà, c'est le brainstorming, c'est une façon de dire à l'esprit, allez hop, on fait venir tout ce qui vient et il y aura sûrement des choses à garder et d'autres qui peut-être seront moins pertinentes. Donc, étape 2, vous faites cette fois l'analyse linéaire détaillée. Donc linéaire, ça veut dire dans l'ordre du texte, et il est absolument indispensable de faire cette étape, elle aussi. Vous avez 4 heures. Beaucoup d'élèves sortent au bout de 2 heures et demie parce qu'ils n'ont pas pris le temps pour chaque étape. Et quand on sort au bout de 2 heures et demie, franchement, c'est difficile d'avoir plus de 9. Parce que si vous avez 4 heures, ça veut dire qu'on s'attend à quelque chose de suffisamment long et précis. Alors, sur un texte narratif, ça c'est vraiment le texte narratif, on va commencer par répondre à des questions qui portent sur l'ensemble du texte. Donc déjà, dans un texte de roman, généralement, on a un texte qui est soit très narratif, soit plutôt descriptif, soit un peu des deux. Il peut y avoir un paragraphe narratif, un autre descriptif. Alors si on est dans un roman épistolaire, comme on l'a vu pour les liaisons dangereuses, on peut aussi avoir de l'argumentatif. Donc il ne faut pas oublier cette troisième ou de l'injonctif, hein, pour Madame de Tourvel qui enjoint à Valmont de ne plus lui écrire.
Donc voilà, très souvent c'est narratif ou descriptif, mais attention, si c'est une lettre, ça peut être plus vaste. Le narrateur, le récit est-il écrit à la première personne ou à la troisième personne? Dans une lettre, on a forcément un texte à la première personne, hein. Cas très particulier, je ne suis pas sûre qu'on donne ce type de texte au bac, mais on a dans le courant qu'on appelle le nouveau roman des expérimentations avec des textes à la deuxième personne, comme chez Sarraute ou chez Rob Grillet. Voilà, donc on écrit vous ou tu, ce qui englobe le lecteur, hein, le fait participer finalement au roman. Mais c'est très rare. Le point de vue ou la focalisation, donc est-ce que le narrateur est interne? Quand on est à la première personne, a priori, on est en narrateur interne. Externe, c'est très rare, ça voudrait dire, et là on en trouve aussi dans le nouveau roman, on décrit les choses de l'extérieur sans avoir accès à l'intériorité des personnages. Ou omniscient, focalisation aussi qu'on appelle zéro, c'est-à-dire que le narrateur à la troisième personne va rapporter les points de vue des différents personnages, apporter des éléments pour comprendre l'histoire, donc comme s'il était un peu Dieu qui est au-dessus, qui connaît tout de l'histoire et des personnages. Il pourra faire aussi ce qu'on appelle des analepses, hein, on va dans le futur et puis après on ou faire des retours en arrière. Tout cela montre qu'on est dans un récit avec un narrateur omniscient. On observe aussi les temps utilisés. Est-ce qu'on a un récit très classique avec le passé simple comme temps de base et puis l'imparfait, etc. Ou est-ce qu'on a au contraire un récit au passé composé qui donne plus de familiarité au récit, un récit au présent qui rend le récit plus vivant comme si on le vivait en même temps qu'il se déroule. Donc tous ces choix, vous voyez, vont avoir un effet différent, vont apporter plus ou moins de proximité avec le personnage, hein, on va être plus ou moins proche de lui, plus ou moins bien le connaître ses pensées, ses sentiments, etc. On va avoir soit l'impression d'entrer dans le récit, de le vivre, de le voir se dérouler sous ses yeux, ou au contraire d'avoir un récit qui est vraiment coupé de la situation d'énonciation, qui est ancré dans le passé. Donc tout cela va donner une tonalité, un effet différent. Donc il faut se poser ces questions avant d'entrer plus dans le détail. Donc ensuite, cette analyse linéaire, elle va se faire en annotant le texte. Et ça, c'est vraiment important, que ce soit pour le commentaire ou pour l'explication linéaire. Donc moi, je vous conseille dans la marge à gauche de faire des accolades pour chaque sous-partie du texte à laquelle vous allez donner un titre, ce qui va vous donner une sorte de plan, hein, comme dans l'explication linéaire. Sur le texte lui-même, vous pouvez souligner les procédés d'écriture, les figures de style, les types de phrases, ça c'est facile à repérer, phrases exclamatives, interrogatives, etc. Les changements de temps, vous les nommez, donc vous soulignez, vous mettez le nom de la figure de style au-dessus. Vous pouvez faire apparaître les champs lexicaux qui peuvent donner des choses assez intéressantes et de façon assez simple et les surligner de couleurs différentes, hein. Si vous avez champ lexical par exemple de la tristesse, eh bien vous allez souligner d'une couleur, puis après de la perception d'une autre couleur, etc. De la nature. Bon. Et puis à droite, cette fois, je vous conseille de chercher déjà quel peut être l'effet produit par ces figures de style. Donc vous pouvez faire éventuellement d'abord le plan, puis après les figures de style, et enfin vous posez la question en faisant le lien d'ailleurs entre le plan et puis les figures de style, quel est l'effet produit? Pourquoi l'auteur emploie-t-il ce temps-là? Pourquoi change-t-il de temps à ce moment-là? Pourquoi emploie-t-il des phrases négatives, des phrases interrogatives? Pourquoi emploie-t-il une énumération, etc. Quel est l'effet produit? Quelle est la visée, l'objectif de l'auteur? Après avoir fait cette partie-là, et ça doit prendre quand même un temps assez long, hein, je dirais peut-être 1h20, quelque chose comme ça, une heure en tout cas, bon, une grosse heure pour faire ça. On passe au fil directeur et au plan. Alors le fil directeur, qu'on peut appeler aussi projet de lecture ou problématique, il se formule sous la forme d'une question ouverte qui commence généralement par en quoi, comment et pourquoi. Les séries technologiques vont déjà avoir le plan, mais on ne leur donne pas le fil directeur.
Donc, pour les séries technologiques, comme vous avez les axes de lecture, comme vous avez déjà le plan qui est donné, il va falloir un petit peu s'aider de ces axes de lecture pour se demander qu'est-ce qu'on pourrait poser comme problématique à laquelle on va répondre avec ce plan. Alors, la question, le fil directeur, la problématique peut porter sur l'effet. Comment l'auteur rend-il cette scène? Alors cette scène, vous pourrez la détailler, c'est une scène de retrouvailles, une scène de dispute, bon bref voilà. Pathétique, donc il veut faire pleurer, comique, tragique, etc. La visée, on peut donc évidemment le fil directeur ne porte pas sur tout ça. On va en choisir un, éventuellement deux, mais maximum. Quel est le message que l'auteur a voulu faire passer? Est-ce qu'il dénonce quelque chose ici? Est-ce qu'au contraire, il défend des valeurs? L'intérêt littéraire, si on est fort en littérature et que le texte s'y prête, on pourra se poser la question en quoi ce texte est-il représentatif de l'esthétique classique ou bien de l'esthétique réaliste, romantique, etc. On peut enfin poser une question par rapport à l'enjeu de la scène dans le déroulement du récit. En quoi ce moment, qui peut être l'incipit, qui peut être la situation finale, qui peut être une péripétie, est-il crucial, est-il vraiment important pour la suite de l'histoire, pour l'évolution du personnage? Si c'est la fin de l'histoire, qu'est-ce que ça va nous montrer finalement? Est-ce que ça va apporter peut-être une morale, un message par rapport à l'ensemble du récit? Donc il faut évidemment dans ce cas-là bien voir où se situe le passage, au début, à la fin ou à un moment particulièrement important de l'histoire. Le plan, donc pour les séries générales, puisque les séries technologiques, il vous est donné, découle de la question précédente et doit permettre d'y répondre. Donc, je vous donne des exemples. Ce texte est représentatif de l'esthétique classique car l'auteur cherche à la fois à plaire et à instruire. Donc là, vous utilisez des connaissances d'histoire littéraire et bon, vous vous dites, bon, c'est bon, ça va faire un plan assez simple, un, plaire, deux, instruire. Si on passe sur les effets, peut-être qu'il y a plusieurs effets, donc on va pouvoir consacrer une partie à un effet, le pathétique, et l'autre un autre effet, le lyrisme par exemple. Bon, voilà, je dis n'importe quoi. Si il y a un message, vous voulez montrer le message que fait passer l'auteur, ce passage dénonce les dangers d'eux, et d'un autre côté, il défend les valeurs d'eux, il met en valeur au contraire autre chose. Voilà, c'est vraiment très vague, c'est difficile de raisonner sans avoir un texte. Évidemment, on peut mettre une troisième partie, mais je vous rappelle que il faut avoir suffisamment de matière pour faire une troisième partie. Mieux vaut faire une très bonne conclusion qu'une troisième partie un peu bancale. Il est possible, donc ça n'est toujours pas pour les technologiques qui ont déjà le plan, mais il est possible pour les autres de suivre l'ordre du texte. Donc c'est autorisé. Mais attention, il faut évidemment que ça réponde quand même à votre problématique. Ça n'empêche pas de mettre une problématique. Vous vous appuierez à ce moment-là sur le plan que vous avez élaboré dans l'étape 2. Je vous avais dit de faire un plan dans la marge à gauche. Et surtout, vous ne faites pas une juxtaposition de remarques comme on peut en avoir éventuellement dans l'explication linéaire. Il va falloir quand même trouver des sous-parties. Et là, pour vos sous-parties, vous allez pouvoir éventuellement réutiliser ce qu'on a vu précédemment, insister sur l'effet, sur la visée du texte, sur l'enjeu narratif, etc. Donc vous pouvez suivre l'ordre, mais après, à l'intérieur, il faudra quand même problématiser et trouver des sous-parties qui ne soient pas juste des morceaux de texte, mais qui mettent en valeur un point important, un axe de lecture important. Si le texte a une visée argumentative, ce qui peut arriver dans le roman, notamment par exemple dans les lettres des liaisons dangereuses ou sur le discours d'adieu de Madame de Clèves au duc de Nemours où elle lui explique pourquoi elle ne se mariera pas avec lui, c'est bien un discours argumentatif et donc dans ces cas-là, ça peut assez bien s'y prêter parce que généralement le discours argumentatif est présenté avec des arguments qui se suivent, qui s'enchaînent et le fait de présenter dans l'ordre, ça permet de bien mettre en valeur le raisonnement.
Vous pouvez, si ça s'y prête, ça n'est pas toujours le cas, utiliser la construction du discours rhétorique avec, vous savez, l'exorde, la narration, la confirmation et la péroraison. Donc, si vous repérez des parties comme cela, pourquoi pas faire un plan qui s'appuie sur ces parties-là, et à ce moment-là, vous direz tout d'abord, je vais étudier l'exorde, et puis dans cet exorde, eh bien, la stratégie qui est utilisée, c'est par exemple le fait de remercier, de flatter, de chercher la bienveillance, hein, vous savez, la captatio benevolentiae, et donc ça peut vous permettre de construire également un plan, c'est tout à fait possible. L'étape 4 consiste à rédiger. Alors, on ne peut pas tout rédiger au brouillon. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de rédiger entièrement les phrases d'annonce de la grande partie et des sous-parties. Ces phrases, je vous rappelle, ça ne doit pas être un titre, ça doit être vraiment une phrase entièrement rédigée qui permette de bien comprendre à votre correcteur où on se situe dans le développement. Dans une première partie, nous allons voir tout d'abord, ensuite, enfin, voilà. Vous voyez tous ces connecteurs qui permettent de se repérer sans avoir un grand 1, grand 2, grand 3. Donc, faites-y bien attention. Rédigez également le bilan et l'ouverture de la première partie et si vous avez une troisième partie, de la deuxième partie. Donc nous avons vu dans une première partie mais que peut-on dire? Enfin voilà, on pose une question qui va nous permettre d'aborder la partie suivante. Et enfin, sur votre brouillon, donc vous avez noté vos grandes parties. Vous notez rapidement les citations, éventuellement les lignes pour gagner du temps et les procédés de style utilisés que vous allez analyser au fur et à mesure. Mais vous ne pourrez pas noter plus, sinon ça prendrait trop de temps et vous n'aurez pas le temps de rédiger. En revanche, il faut rédiger entièrement l'introduction et la conclusion. Le plan de l'introduction, je le rappelle, une amorce qui est facultative. Si vous avez une citation qui s'y prête bien, eh bien allez-y, hein, n'hésitez pas. Par contre, évitez les de tout temps, enfin des choses très généralistes qui ne vont rien apporter. Si vous n'avez rien de pertinent, d'intéressant, commencez directement par présenter l'auteur et l'œuvre et situer le passage. Ensuite, bref résumé du passage pour vous montrer que vous l'avez compris, hein, ce passage. Le commentaire n'est pas une paraphrase, ça n'est pas un résumé du texte, c'est un commentaire littéraire, mais en introduction, c'est le moment de montrer que vous avez compris le sens littéral du texte. Ensuite, votre problématique au fil directeur, hein, et enfin l'annonce du plan qui est très importante. La conclusion, vous résumez votre argumentation, vous dites, nous avons vu que l'intérêt de ce texte était tout d'abord d'être pathétique parce que, puis lyrique parce que, enfin voilà. Et éventuellement, vous pouvez ouvrir. Alors, attention à ne pas faire une ouverture vraiment très large qui n'apporte rien. Vous pouvez, à mon avis, c'est plus intéressant si vous arrivez à faire un rapprochement avec l'œuvre au programme, avec un texte que vous avez vu. Vous voyez, je pense que c'est plus intéressant que de poser une question bateau qui ne va rien apporter. Voilà. Alors, ensuite, on rédige au propre. Donc vous vous souvenez que le plan doit apparaître au premier coup d'œil. Il est important de respecter la forme. C'est très formel. Néanmoins, ça peut vous rapporter ou au contraire vous enlever des points si vous ne respectez pas cette mise en forme. Donc on saute des lignes entre l'introduction et la première partie, entre la première partie et la deuxième partie, et entre la deuxième partie et la conclusion, ou entre la deuxième partie et la troisième partie si vous en avez fait. Vous devez, et c'est une obligation, faire des paragraphes pour chaque sous-partie. Vous ne commencez pas, ça si vous me faites une succession de remarques sans organisation, sans paragraphe, c'est que vous n'avez pas passé suffisamment de temps sur l'étape 2 et 3. Donc vous êtes parti bille en tête pour rédiger et vous débarrasser du travail, mais ça c'est bâclé et ça n'est pas possible. Donc il doit y avoir au moins 6 paragraphes, donc 6 alinéas. Ça voudrait dire 2 grandes parties avec 3 sous-parties, ou bien 3 grandes parties avec 2 sous-parties. Voilà, et puis on peut aller jusqu'à 9, hein, qui est le plan assez canonique, 3 x 3. Mais vraiment au moins 6 paragraphes, s'il vous plaît, pas de juxtaposition, le pire étant des phrases sans point, enfin des paragraphes où il n'y a ni point ni rien, une grande partie qui soit tout d'un bloc. Là, croyez-moi, ça vous fera perdre beaucoup de points, même si ce que vous dites est intéressant. Dernière étape, étape 5, relire
Alors je sais que selon la gestion du temps qu'on a, ça peut être plus ou moins simple. C'est pour ça qu'il y a un bac blanc. C'est pour ça que si on peut le faire pendant les vacances, c'est bien de s'entraîner à rédiger pendant 4 heures, de prendre un sujet d'anal par exemple et de le faire en 4 heures. Donc c'est bien de conserver 15 minutes à la fin de l'épreuve pour relire. On fait une relecture, plusieurs relectures successives sur des points précis, parce que si vous essayez de tout relire à la fois, vous n'allez pas y arriver, pour la plupart en tout cas. Et donc c'est bien aussi d'avoir conscience de ce sur quoi on fait beaucoup d'erreurs pour se focaliser là-dessus. La première vérification, vous relisez en essayant vraiment d'entendre le texte dans votre tête, en vérifiant que vous n'avez pas oublié de mots, que la ponctuation est mise correctement, donc on vous comprend, parce que s'il n'y a pas de ponctuation, vos phrases peuvent rapidement devenir incompréhensibles, et qu'il y a bien à chaque fois dans chaque phrase un verbe principal, donc pas par exemple une relative. Une relative toute seule, ça n'est pas une phrase. S'il y a une relative qui est une subordonnée, il me faut un verbe principal. Donc vérifiez bien que vos phrases tiennent la route. Ensuite, on vérifie la cohésion du texte, c'est-à-dire l'enchaînement. Est-ce que on voit bien l'enchaînement des idées, et ça se fait notamment avec des connecteurs logiques, hein. Les annonces de partie, les connecteurs ensuite, deuxièmement, dans un second temps, etc. Enfin, et vérifiez aussi vos pronoms, parce que un certain nombre d'entre vous utilisent des pronoms il, elle, sans qu'on sache à quoi ça se rattache. Il ou elle, ça veut dire qu'on a nommé juste avant la personne ou la chose dont on est en train de parler. Sinon, on ne comprend pas. La dernière chose, on vérifie l'orthographe, et on peut faire aussi plusieurs relectures successives pour l'orthographe. Commencer par l'accord sujet-verbe. Je vérifie systématiquement mon sujet et mon verbe. Puis les accords à l'intérieur du groupe nominal. Le groupe nominal commence par un déterminant au pluriel. Tout prend un S à la suite. Et puis, notamment si vous êtes sujet à ce genre d'erreur, les homophones comme et, a, l'heure aussi qu'on avait vu. Voilà, enfin, il y aurait plein d'autres choses à voir, mais ce qui serait bien, c'est qu'avant la fin de l'année, vous ayez vraiment conscience de là où vous faites des erreurs, pour être plus attentif à ce sur quoi vous faites des erreurs, et bien relire ces avec cette intention-là de corriger ce type d'erreur-là. Voilà pour mes conseils avant le bac blanc, et bon courage.